C'est un client que j'ai fait à l'hôtel aussi. Et puis j'ai pris 150 francs. Il m'a dit oui, on monte. Alors il m'a dit c'est un peu spécial. Il me dit c'est pour te mettre nu et te mettre une plume dans le derrière. Je dis bon bah d'accord. Alors je dis c'est moi qui l'aime aussi. Alors il me dit oui. Alors il me dit bah tu vas te mettre à quatre pattes, tu vas te mettre la plume et puis tu vas faire wof wof en tournant 3 fois le tour de la chambre. Alors j'étais à quatre pattes et puis il fallait que je bouge un peu le derrière. Puis lui il était derrière moi, il marchait à quatre pattes, enfin c'est-à-dire qu'il avait les mains sur moi comme les chiens quoi. Et puis il a joui comme ça, enfin il a joui sur mon dos si vous voulez. Je suis montée avec un Espagnol et une collègue à moi. On travaillait en bar à cette époque-là. Et type très bien d'ailleurs, mais il voulait qu'à la fois on le fouette et qu'on lui pisse dans la bouche. Demain, demain, c'est un autre jour. Demain, tout peut changer. Demain, c'est peut-être un peu d'amour volé à la rue grise, indécise, jamais tendre, la rue froide et sombre, où les ombres sont à prendre. Le vent emporte des secrets, emporte des regrets, sans jamais les comprendre. Marche, 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 marche demain, marche demain, 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 c'est un océan. Demain, on peut partir. Demain, devenir un oiseau blanc. Oublier la rue qui délire, qui déchire, rue sauvage, la rue qui enchaîne, qui entraîne au naufrage, la barque échouée un beau matin attendra le marin en rêvant de voyage. Rêve, Ok, je te fais la bise. Allez, au revoir. Au revoir. Alors bon retour. Hein? Merci. Au revoir. Je t'accompagne. Ciao. Hop. Putain, qu'est-ce que ça pue là-dedans, alors. Eva, 22 ans, célibataire, sans enfant, prostituée depuis 2 ans. T'as les beaux yeux maintenant. Quand le maquillage, il faut le refaire. Ouais.
qui t'a fait cet effet-là? C'est de reconstituer comme ça la place? C'était dur? On peut essayer de m'y retrouver. Je crois que je pourrais plus jamais recommencer. Enfin, tant mieux. Tu m'as dit que tu avais perdu ta douceur. Tu es devenu quelqu'un de dur. Blindé. Ouais. Dur non, ma douceur, je crois qu'elle est toujours en moi. Mais blindé, ça, oui. Oui, je suis devenue très agressive. Est-ce que tu peux regarder maintenant un homme de la même manière qu'avant la prostitution? Non. Non, parce que je cherche maintenant toujours à savoir ce qu'il y a derrière. Où sont les mensonges, où est le mal en lui. Je sais pas, moi je me sens un peu gênée. Je suis pas comme une fille normale, quoi. C'est mal dans ta peau? Oui, voilà. Et toi, Brigitte, est-ce qu'il t'arrive de sortir avec des copains et d'avoir des amants? Oui, bien sûr. Et tu te comportes tout à fait normalement avec... Normalement. Ton métier ne t'a pas du tout modifié de ce côté? Non. Et toi, Micheline? Moi, Quand tu as un ça homme m'a dans... vraiment traumatisée. Ouais. Des fois, je leur parle, je me demande si c'est vraiment le métier. Je vais sortir comme ça en camaraderie avec des copains, mais point de vue sexuel, non, je vais vraiment prendre comme pour un client. Ça dépend comment on se comporte aussi avec les mecs, parce que moi je sais qu'en dehors, c'est moins facile d'aller coucher tout de suite avec le mec quand on sort avec un mec. Parce que justement, parce qu'on sent qu'il n'y a que ça. Alors on essaye des fois d'approfondir, voir si vraiment il n'y a que ça ou s'il pouvait y avoir quelque chose d'autre. J'aimerais aussi savoir si ça t'arrive de prendre du plaisir avec un client. Ça, c'est une question très personnelle. Je sais qu'on n'aime pas parler de ça. Non, pas du tout. Je veux te dire qu'au début, ça m'est arrivé. Maintenant, plus du tout, ça m'énerve en ce moment. Et est-ce que lorsque tu fais l'amour avec un amant, tu repenses parfois au client? Ça dépend de l'amant. S'il me baisse comme une brute, sans sentiment, sans caresse, sans rien, évidemment, je repense à mes clients. Puisqu'ils se conduisent comme eux. C'est normal que j'y repense. Comme le réflexe de Pavlov, ça, tu sais. Ça. Mais tu m'as dit que tu n'aimais pas qu'un homme te caresse. Faut que je sois très très amoureuse pour accepter les caresses d'un homme. Ou alors, je sais pas, il faut que je sois plus sensible que d'autres fois. Tu préfères les caresses d'une femme? Oui. Oui, parce qu'avec une femme, c'est pas pareil. Ce n'est plus sexuel, ça devient gentil, ça devient tendre, ça devient de l'amitié, ça devient... C'est pas sexuel pour moi, les caresses d'une femme. Tu as eu souvent des expériences homosexuelles? 2 fois. Et c'était pas sexuel? Non, pas pour moi. Ben, ça m'a pas empêché de prendre mon pied, mais c'était tout à fait sur un autre plan. Je suis jamais tombée amoureuse d'un homme, mais je sais pas si on peut dire ça amoureuse. On met le béguin pour un garçon. Par exemple, j'ai toujours rêvé, on dit rêver parler. J'ai envie d'un beau garçon comme ça avec les yeux verts et tout, j'aimerais bien qu'il vienne. Et j'attends le prince charmant, je disais toujours comme ça. Puis à la fin, il me sort toujours un qui cherche à baiser, puis ensuite s'en aller. Alors je dis jamais que c'est l'amour, ça. J'ai été beaucoup avec des hommes, mais l'homme que je veux, alors jamais il veut de moi. Ça veut dire que j'aimais les femmes déjà depuis que j'étais très jeune. J'étais dans une maison de correction et tout, et puis j'ai aimé les... C'est sorti là-bas, alors j'ai commencé très jeune avec... C'est logique. Est-ce que dans ta clientèle, tu avais des homosexuels? Oui. Enfin, en latence. Vraiment homosexuel, je pense pas. Des homosexuels inavoués? Voilà. Et comment ils se comportent et qu'est-ce qu'ils demandent à une prostituée? Eh bien, d'abord, quand il m'aborde, il me demande carrément est-ce que tu es un god Il faut les sodomiser? Oui. Et dans leur manière de s'exprimer, dans leur vocabulaire, il y a des choses particulières? Oui, très souvent, ils ont tendance à se prendre pour une femme. Dire par exemple, oui, caresse bien ma petite chatte, des trucs comme ça. Il avait une valise. Enfin, je croyais que c'était un voyageur, moi. Alors bon, il monte à l'hôtel, il m'emmène. Alors il me paie, tout ça. Ah, je vais chez lui, il me paye.
Et puis il me fait, va dans le frigidaire, il y a des œufs, une boîte de petits pois. Il met la valise à table, il ouvre sa valise, il sort un petit réchaud alcool, une poêle, des œufs. Alors il ouvre la boîte de petits pois, il me dit tu fais une omelette et tu mets les petits pois dedans. Et après, seulement, il sort sa casserole avec ses 2 œufs. Après on passe là dans sa salle à manger, puis il commence à se branler, puis il décharge dans le tout. Il se branle dedans. Bon ben maintenant on se met à table. Ah mais moi je pouvais pas, comment j'allais manger ça? Alors quand je vois ce couteau, je vois cette fourchette, j'ai dit mon Dieu, je suis tombée sur un sadique, alors... C'était marrant, mais il était comme un fou, il me regardait, il mangeait, il dévorait, je ne sais pas comment il était. Comme un fou, ça lui plaisait. J'ai eu peur. Enfin j'ai eu peur du début jusqu'à la fin. Est-ce que tu peux me décrire une passe classique Où ça? dans une chambre d'hôtel, dans Dans un la hôtel rue de passe? Dans la rue. Oui, commençons dans la rue. Eh bien, je marchais d'une certaine façon et puis je regardais le type droit dans les yeux et un petit truc comme ça, quoi. Tu vois. Hein, ou alors carrément, tu viens, un truc comme ça. Tu vois, moi, il y a une chose, je vous vois les clients en général, alors que me tutoie. Ça, j'ai jamais compris pourquoi, mais c'est pas grave. On se retrouve donc dans la chambre. Je demande, enfin d'abord, moi tu sais, je pose une ou 2 affaires, j'aime pas tellement me brusquer. Tu vois. Essaye d'engager un petit peu la conversation. Oui, toujours parce que ça me fait gagner du temps. C'est pas par sympathie, hein. C'est parce que le client a moins l'impression d'être frustré, tu vois, d'avoir payé vraiment pour tirer un coup et zou. Alors on échange quelques mots. Comme Voilà, je change quelques mots, ça m'évite quelques caresses. D'abord, je prends le fric, hein, évidemment. Alors, je Tu te fais fais une pique toujours et la payer moitié. avant. Pourtant Jacques Brel disait que les vrais putains étaient celles qui faisaient payer, pas avant mais après. Non, c'est pas vrai. Si, dans la clientèle de luxe, mais là, vraiment, dans la rue, c'est pas possible. On ne sera jamais payé. Et... Bon, un petit brin de toilette. Tu préfères l'eau chaude ou l'eau froide? L'eau froide, hein, elle brûle les froide, os, oui. hein, ouais. Oui, je préfère, oui. Et puis, je le branle un peu en l'avant, quoi, tu vois. Comme ça prend moins de temps pour après. Et puis, je le fais s'allonger. Puis alors, je gratte un peu partout. Puis, je le suce un peu, je le monte dessus. Et ça va très vite. Très vite. Et puis après, bon, bah, j'aime me laver. Lui, il se lave ou il se lave pas, je m'en fous. Souvent, il se lave pas. Qu'un un souvenir. Et je me rhabille et puis je redescends, voilà. Puis je recommence. Et ça a duré combien de temps tout ça? 2 ans. Non, Enfin, la passe. la passe? Oh! En tout, déshabillage, rhabillage compris, 10 minutes, un quart d'heure. Mais parfois tu dois tomber sur des clients qui sont pas aussi rapides. Ah bah oui, mais alors là, bon, je mets un peu plus de technique, un peu plus de caresse, un peu plus de... Ou alors je leur parle. Tu vois? Est-ce que tu es venu à bout de tous tes clients? Presque. J'ai très peu d'échecs. Comment tu es venu à la prostitution? Je travaillais, après j'ai divorcé, ça veut dire j'étais pas divorcée encore, j'étais enceinte de mon mari, j'ai quitté la maison de mes parents et j'ai commencé à travailler dans un restaurant comme serveuse. Puis là-bas il y avait des filles qui venaient manger chaque jour, alors je savais, on me disait celle-là c'est une fille, je parlais pas l'hébreu, je parlais le français seulement. Il y en avait une marocaine, elle parlait le français, elle m'a expliqué, elle m'a dit mais pourquoi tu te crèves le cul ici à travailler pendant 8h, 9h et je dormais dans le restaurant là-bas. Viens avec moi, tu fais une passe, tu gagnes 200, 300 lire pour toute la journée. Pour tout le mois que tu as travaillé, tu les fais en une journée, en 1 heure. Bon mon Dieu, je travaillais dans les cafés, dans des hôtels, tout ça. Oui, j'étais serveuse, j'ai fait femme de chambre, tout ça. Et un beau jour en hiver, j'ai pas eu de travail. Enfin, j'allais toujours dans les bureaux de travail, tout ça. Puis j'en avais marre. J'étais toujours enfermée, alors c'est pour ça que j'ai voulu la liberté. Sortir, être patronne de moi-même, ça veut dire. Parce qu'à la maison, c'était toujours, si c'était un verre et puis c'était un bol, alors mon père il disait que c'était un verre et je devais dire que c'était un verre. Et puis à la maison, c'est à 6h du soir, on était au lit, j'étais mariée, c'était la même chose. Avec mon mari, c'était un Israélien, alors je suis tombée, je l'ai pas aimé par amour, je me suis pas mariée par amour. Je me suis mariée pour avoir la liberté, j'ai cru que le mariage c'était de la liberté, je me suis trouvée encore emprisonnée avec lui, alors j'ai dit je vais me sauver de lui. Je me suis sauvée. Un jour, je me suis trouvée sans argent et puis... Tu crevais de faim? Oui, j'ai crevé de faim. Tu avais déjà ton enfant? Je l'avais déjà, oui. Et j'avais des difficultés pour payer la pension, alors je parlais à une dame comme ça, elle m'a dit, oh ben,
vous êtes pas mal, tout ça, vous devriez vous débrouiller un peu mieux. Tu t'es décidé brusquement? Oui, brusquement, oui, mais pas entièrement. Hein. Oui. J'étais quand même un peu hésitante, ça me choquait un peu. Et tu crois que cette femme a été pour quelque chose dans ta décision? Non, pas du tout. Mais enfin, elle me disait, bon, vous êtes bien bête de vous priver, tout ça, c'est pas... Ah ouais, mais c'est comme ça m'est arrivé. Et tu crois pas que c'est plutôt le fait d'avoir une charge de famille qui t'a un peu poussée? Non, pas du tout, Non. non, je ne crois pas. Faut pas dire ça, non. J'en avais un peu marre de travailler, j'étais fatiguée, je gagnais pas assez d'argent, Tu crois pas que je me voyais, je sais pas... Tu crois pas que t'es fatiguée pareil, là, pareillement? Mais oui, mais dans ça au début, on voit pas ça comme ça. On pense gagner un argent, beaucoup d'argent. Moi, je Oui. pensais gagner un argent fou. Et puis il m'a dit voilà, il s'agit simplement d'être gentil avec les clients et de boire du champagne. Mais c'est à Tours, il faut que vous fassiez vos valises tout de suite si vous acceptez, on vous emmène. Bon, puis comme j'avais pas grand chose à perdre, j'avais tout à recommencer, j'ai dit... Tu en avais un peu marre de tout à ce moment-là. Complètement, ah oui, écœuré. Et j'ai dit ok. Le fils m'a emmené faire mes valises et quelques heures plus tard j'étais à Tours. J'ai commencé à travailler dès le premier soir. Et puis tu as des copines qui gagnaient un peu plus de fric Eh que bien, toi. c'est-à-dire que moi au début, c'était hors de question pour moi de coucher avec les clients. Tu vois, j'avais libre choix. Les patrons ne m'ont jamais forcé à coucher avec un client, je peux pas dire ça. Et tu t'étais, toi, Je me suis enlisée toute seule parce que moi j'ai vu mes collègues et amis qui elles partaient après 2 heures du matin, elles partaient coucher avec le client. Donc elles gagnaient beaucoup plus d'argent que moi, qui combien n'était qu'au champagne au début. Moi au début je faisais dans les 180 francs la soirée, 150, 200 tu vois. Et puis tu as et- voulu faire un peu la même chose que tes Oui. copines. Alors pour la première fois, eh bien j'ai pris un type qui me déplaisait pas. Je me suis dit allez je me lance, ce sera pas si dur que ça, tu vois. On s'est retrouvés à l'hôtel, il m'a payé. J'ai eu 250 francs, je crois, quelque chose comme ça. Puis je suis restée toute la nuit avec lui. Je fais l'amour une fois le soir, une fois le matin. J'étais pas trop désagréable. Je dis pas que j'ai pris mon pied, mais enfin c'était pas, tu vois, c'est pas le martyr, hein. C'était un peu un copain. Ouh, copain, non. Mais enfin, tu sais, quand j'étais à Fontainebleau et que je me suis envoyé tout ce que je me suis envoyé, c'était pas autre chose. Là, j'étais payée en plus. Et alors le lendemain matin, du premier jour où tu as fait l'amour contre de l'argent, quelle réaction as-tu? Bah, j'étais contente, moi. J'avais de l'argent, j'étais contente. Tu n'avais pas l'impression d'avoir passé le cap? Non, pas du tout. Absolument pas. Puis, c'est pas, je te dis, c'est pas t'es désagréable. À quel moment t'es-tu rendu compte que tu devenais une prostituée? 2 ans plus tard. Tu vivais... J'étais en province, enfin j'étais déjà venue à Paris, mais j'étais repartie en province. Et puis quand je suis remontée à Paris, j'avais un gosse de 4 mois, j'étais toujours avec le père du gosse. Donc puis ça a mal tourné, ce qui fait que je l'ai laissé tomber, avec un gosse de 4 mois, et puis je travaillais dans un self. Self-service? Ouais. Alors je travaillais là-dedans, je gagnais pas assez, j'étais à l'hôtel, je payais ma chambre d'hôtel, j'avais mon gosse. Qu'est-ce qu'on gagne dans un self-service? 120, 130 000. Mais Et encore, encore, et encore. Je travaillais moi aussi. Il y a des ans. Alors après, mon gosse, je savais plus quoi en faire. Je pouvais pas le garder parce que je travaillais. Je pouvais pas le mettre en nourrice parce que je pouvais pas y arriver. Payer la nourrice, ça me revenait à 80 000 par mois. Alors plus l'hôtel, je pouvais pas y arriver. Il y avait rien à faire. Et le père ne s'est jamais soucié? Non, Qu'est-ce qu'il faisait, lui? mais il travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier? Il travaillait chez Renault. Chez Renault? Et t'as rencontré Micheline? Comment ça s'est passé, votre rencontre? Dans un café. C'est bien. Ouais, c'est vrai. On On était s'est dans un rencontrés café. à Clichy. Ouais. C'est comment qu'il s'appelle ce café L'Aiglon. Oui, l'Aiglon. On s'est rencontrés là-bas, on a bu un verre. Puis on a commencé à sympathiser. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je faisais la putain, quoi. Alors on m'a demandé que je travaillais. Enfin, à ce moment-là, je travaillais à Clichy. Elle Je vient savais tra- vraiment pas comment ça se passait. Alors elle est hein. venue elle m'a demandé combien que je gagnais par jour. Enfin, pas mal de trucs, quoi. Alors je lui ai dit, puis ça l'a intéressé. Alors après, je l'ai amené à Vincennes avec moi. Je lui ai expliqué que je pouvais pas y arriver avec mon gosse, Qu'elle avait enfin un que je enfant gagnais et aussi. tout. Puis après, je suis allée à Vincennes. Enfin, au début, c'est dur, hein. C'est toutes les filles quand elles débutent, c'est vraiment dur. Puis on s'y fait.
Et toi, Micheline, ça fait combien de temps que tu travailles? Moi, ça fait 5 ans. Et comment c'est venu? Moi, j'étais mariée, pas divorcée. Tu es toujours mariée? Ah oui. Mon mari, c'est un Tunisien. Puis enfin, j'ai souffert avec lui, il me tapait toujours. Et avec moi qui travaillait, lui ne travaillait pas. Enfin, j'étais vraiment l'esclave de la maison. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là comme métier? Comment? Je travaillais un peu tout partout. Tu as fait des jobs comme Brigitte, Ouais. service, etc. Est-ce que tu recommanderais à une fille de pratiquer la prostitution? Non. Ce serait dégueulasse. Dans aucun cas, tu ne conseillerais à une Aucun fille cas. de se prostituer? Non. Si c'est vraiment une amie, je préférerais y retourner pour l'aider. Ça, jamais je conseillerais à une fille de faire ça. C'est trop dégradant, c'est terrible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui te regardent dans la rue parfois de travers? Y fais-tu attention? Je fais pas attention, je les emmerde. Ça te je fait dis pas un peu franchement. mal, non? Non, Non, pas du Mais tout. qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Rien? Absolument rien, non. J'ai pas envie de leur parler. Merci. Merci. Mes chers consoeurs, je vous dis mes chers consoeurs car je vous remercie de nous avoir invités ce soir, étant donné qu'on peut considérer que par moment, notre métier aussi tient un peu de la prostitution. Je voudrais tout d'abord excuser votre collègue Jacques Martin, qui est pris ce soir par un autre gala, et qui pourra peut-être se libérer pour venir terminer avec nous. Et je vous propose de commencer, avant de parler de choses sérieuses, par une note de gaieté, et de chanter ensemble notre hymne, La pêche aux moules. Est-ce qu'on peut y aller? Allez. À la pêche aux moules, moule, je ne veux plus aller, maman. Les gens de la ville, panier, maman. Les gens de la ville, m'ont pris mon panier, maman. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous vendez? On vend rien, madame, on fait une enquête sur la prostitution. Oh, la prostitution! Oh là là! Prostitution? Ce soir, il y a un congrès des prostituées. Oui. Des femmes prostituées vous parleront d'elles, de notre condition de vie et des revendications que nous formulons. Au nom du collectif des femmes prostituées de France, je remercie, mesdames et messieurs les journalistes, lesquels, depuis l'occupation des églises au départ de Saint-Lizier à Lyon, nous ont suivis jour après jour et nous ont fait confiance. Je remercie également Madame Simone If, présidente du mouvement français pour le planning familial. Grâce à elle, nous avons obtenu cette salle où se tiennent les assises nationales de la prostitution que je déclare ouverte. J'en dis pas de mal, enfin, ils font leur métier, quoi. Je trouve que c'est un métier comme un autre, presque. Vous êtes d'accord avec celles qui réclament la sécurité sociale? Moi, je suis pas contre. Chacun son métier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous pensez des prostituées? Écoutez, elles font leur métier, chacun fait son métier, il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Vous savez, la prostitution, bon bah c'est un métier, il n'y a pas de problème. Alors oui, moi je suis entièrement d'accord, c'est un métier comme un autre. Bon, ça c'est une banalité de le dire, mais enfin... Alors j'ai pas de chance parce que mon discours est à peu près pareil, hein. C'est failli, je recommence. Alors, simplement, je vais pas vous faire un long discours parce que j'ai pas de talent d'orateur. Je voudrais tout d'abord, au nom des jeunes femmes prostituées ici présentes ou représentées, remercier celles et ceux qui, par leur présence, ont montré un peu de sympathie vis-à-vis de nous. C'est tellement rare. Encore la première te remercier pour ton dévouement, pour le dévouement de Pierre-Louis. Vraiment, c'est bien. Bon, merci, tu verras. On peut le faire maintenant. Il fallait pas le faire maintenant. Ça y est, mon discours est foutu, crotte alors. Bon, continuons. Tout d'abord, donc, nous allons projeter ce film à Catonne, que nous avons nous-mêmes choisi pour pouvoir ensuite aborder un problème avec lequel on tient constamment à effrayer l'opinion publique, le proxénétisme. Ce fameux tabou des pauvres prostituées malheureuses, sans lequel beaucoup de parlementaires ne sauraient baser leur discours de bonne moralité et de bonnes mœurs, afin que nul n'ignore dans sa chaumière que le grand méchant loup est toujours dehors le soir,
en train de rôder, de guetter les pauvres petits chaperons rouges que nous sommes. Elles font ce qu'elles peuvent, hein, elles font ce qu'elles veulent, elles sont libres, hein. Les filles, ils font ce qu'elles veulent. Ils se font baiser, c'est leur droit. J'ai rien contre les filles, j'ai rien contre les filles. Les prostituées, c'est normal, je les respecte. Je les respecte. Ils font en dehors que beaucoup qui travaillent, ils font intérieurement. Je les respecte, les prostituées. Le respecter. Exactement. Oh, j'en jette pas la pierre, non, il en faut, quoi. On a passé de bons moments avec elle, il n'y a pas de problème. En réalité, la prostitution est vieille comme le monde. C'est Saint-Louis qui l'a réglementé, alors il faut continuer. La presse, s'il vous plaît, vous avez à votre droite une table qui vous est réservée expressément dans les 5 minutes, sinon nous annulons la séance. Bon. S'il vous plaît, vous allez voir toutes les photos après. Pour le moment, nous parlons sérieusement, alors je pense que nous sommes suffisamment mitraillés. Ce que j'en pense, vous savez, je vais vous dire une chose, j'ai une femme, alors je peux pas tellement vous répondre objectivement, quoi. Moi, je trouve que ce sont des malheureuses. Vous pensez vraiment qu'elles sont malheureuses? Ah oui, je le crois. Ah, bah ça, elles sont peut-être un peu, hein. Elles ont peut-être un, je sais pas, elles ont peut-être plus de famille, elles ont peut-être plus personne ou... Mini Grégoire, votre présence ici, oui. J'imagine que vous êtes là, non pas en tant que suffragette, mais en tant que supporter, peut-on dire, du mouvement des prostituées? Un peu. Pour moi, le fait que les prostituées brusquement se défendent, que les prostituées se disent des femmes comme les autres et se disent des êtres libres, moi, ça me touche beaucoup. Et ça me paraît un des indices les plus importants de l'évolution de la condition féminine. Elle témoigne pour la condition féminine, de façon fracassante ce soir. Et il est certain que c'est un problème, quoi. Vaste problème, vaste question. Oui, mais je sais pas si on peut le résoudre dans 5 minutes dans un marché. Non, bien sûr. Vous-même, en tant que jeune femme, qu'est-ce que vous pensez des prostituées? Ben écoutez, je pense que c'est un métier comme un autre et que ces jeunes femmes ont tout à fait le droit de manifester pour que justement ce soit reconnu comme un métier et pas l'exercer comme ça sauvagement, sans aucun droit. Moi je trouve que c'est très bien ce qu'elles réclament. Je suis pour, elles ont raison. Mais qu'est-ce qu'elles réclament? Qu'est-ce que vous connaissez du problème? Pas grand-chose, mais... Dans le travail, certaines femmes avaient l'impression de se prostituer en travaillant. Oh, ben oui, mais à ce moment-là, je pense pas que ce soit réservé aux femmes. Non. Effectivement, oui. La prostitution pour une sécurité matérielle, que ce soit dans le mariage ou dans la rue, il n'y a pas une grosse différence finalement. D'après vous, une épouse est en quelque sorte une sorte de prostituée reconnue? Non, je pense pas que on puisse faire une généralité. C'est une question de cas particulier, la façon dont la relation dans le couple est vécue. Les prostituées tiennent un congrès au Palais de la Mutualité. Comment? Comment? Je comprends pas. Vous ne parlez pas français? Non. Non, ah bon. Tu penses que la prostitution est quelque chose de nécessaire? Oui. Est-ce que c'est un mal nécessaire ou est-ce que c'est tout simplement une activité qui devrait être socialement reconnue Bah, tu sais, socialement reconnue, disons moralement acceptée, qu'on ne soit pas traité de tous les noms par des gens qui passent devant nous, des trucs comme ça. Mais vis-à-vis de la loi, si tu veux, en tant que prostituée, je peux pas te dire que j'ai envie de payer des impôts ou envie de... Ça, c'est un autre problème. C'est un problème dont on parlera plus tard. Non, mais socialement reconnu, c'est donc intégré à tout le système. La prostituée, pour des raisons fiscales, alors ne tient pas à être intégrée. Je crois, oui. Mais alors là, on est dans une espèce de cercle vicieux parce que la prostituée revendique un certain nombre de droits, d'être reconnue comme n'importe quelle autre femme, avec les mêmes avantages, les mêmes droits, mais en même temps, elle ne veut pas s'intégrer dans... Moi, pas toujours les autres, je ne sais pas, je peux pas parler au nom de toutes les prostituées. Bien sûr, mais toi, tu préfères rester une marginale vis-à-vis de la société. Moi, absolument, oui. Enfin, marginale vis-à-vis de la société, non. Vis-à-vis de la loi, oui. Est-ce que c'est un espèce de réflexe anarchiste? Est-ce que c'est un choix politique ou bien est-ce que c'est simplement pour essayer de ramasser le maximum d'argent? C'est pour ramasser le maximum d'argent. Alors, c'est vraiment très important. La prison des Baumettes, depuis 5 mois, il y a une fille qui était détenue aux Baumettes pour non-paiement d'impôts. C'est une contrainte par corps. Elle vient de sortir, mais une autre l'a immédiatement remplacée. Quel est le citoyen en France pour non-paiement d'impôts, je dis bien d'impôts, fait de la prison? Je voudrais bien savoir, parce que s'il y a un seul citoyen, je me retire immédiatement. Voilà.
Monsieur Fourcade ne veut absolument pas savoir d'où provient l'argent. Lui, prostitution, ne connaît pas. Alors moi, je regrette infiniment, je déclare ici solennellement que Monsieur Fourcade, je ne connais pas. C'est pas un employé de l'État pour moi, c'est un proxénète. Impérativement, nous sommes là toutes ce soir parce qu'il y a un très très gros problème. Il faut la liberté du travail, que ce soit en hôtel parce que tous les hôtels soient fermés, en studio parce qu'on nous balance des studios où on nous les saisit, et dans les voitures on nous envoie en prison. Alors où on va faire l'amour dans les arbres? Vous fabriquez des blouses. Ouais, des blouses de travail? Non, des blouses professionnelles. C'est-à-dire que c'est assez minutieux. Enfin, on a l'habitude de le faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail en atelier? J'aime bien. Mais petit atelier. Vous préfériez travailler en usine, par exemple? Non, on est bien, les ateliers, on est bien. Chez nous, on est bien, là, ça va. Vous êtes bien? Très bien, oui. Vous êtes satisfaite de votre salaire, par exemple? Oui, ça va. Vous êtes contente? Ça va. La couture, c'est un métier qui a toujours été en partie réservé aux femmes. Alors, je vais vous présenter Eva, qui est là. Elle est prostituée. Pourquoi vous pensez qu'on peut arriver à la prostitution? Ça, je me suis jamais demandé. Moi, je me vois mal avoir des horaires, je me vois mal être tous les jours ici. Je suis habituée à rentrer, sortir chez moi comme j'en ai envie. J'ai pas envie d'aller travailler, je n'y vais pas. J'ai envie de partir en voyage, la Méditerranée, hop, 3 jours après, je suis partie. Moi, je gagne environ 1,5 million par mois. Alors là, c'est pas votre métier, hein, gardez-le. Parce que pour avoir cette somme-là, vous ne changeriez pour rien au monde votre façon de vivre. Je vais me faire ce que je fais là, moi. Madame, vous avez un rôle responsable dans cet atelier? Je suis directrice de cette affaire à Paris. Directrice de cette affaire. On fait ce qu'on peut, tout le monde travaille le plus qu'il peut, et puis c'est tout. On n'est pas entendu dire dépêchez-vous, faites ci, faites ça. Non, on travaille librement. Il faut quand même tenir un rythme de travail. Non, même pas. C'est-à-dire, on est assez conscient de ce qu'on fait, alors on travaille, c'est tout, nous n'en demandons pas plus. Et quels sont vos rapports à vous avec la directrice? Très bien, également. C'est pas parce que la directrice est là. Et toi, Eva, c'est important pour toi d'être seule, de ne pas avoir personne pour te donner un rythme de travail, oui. t'imposer. De toute façon, à chaque fois, j'essaie de travailler dans les travails honnêtes, disons, dans le mot. Eh bien, je me suis fait virer au bout de 6 mois parce que j'arrivais en retard, ou alors j'avais pas envie d'y aller, j'y allais pas carrément. Ça vous est jamais arrivé de faire une relation, même lointaine, entre le patron et le souteneur? Le patron, c'est pas un souteneur. C'est pas un souteneur, en fait. Enfin, il vous exploite quand même plus ou moins. Écoutez, lorsque vous travaillez dans une maison, si ça vous plaît pas, vous partez. Oui, mais si vous travaillez, vous en avez besoin. C'est pour retrouver autre chose. Il y a toujours un patron, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il y a des bons et des mauvais, des patrons. Les patrons, vous ne pouvez pas les empêcher. Des très bons, il y en a peut-être pas, mais il n'y a pas d'affaires. Hein, il faut bien qu'il y ait un patron partout, de toute façon. À la maison, vous avez bien le chef de famille. Bien, quand vous travaillez, le patron, bah, c'est le chef de famille, pas de compte. Nous, on a une bonne patronne. Si vous tombiez sur un de vos maris qui, comme ça, vous promenez dans la rue, vous voyez votre mari descendre d'un hôtel avec une prostituée, je voudrais voir votre réaction un peu. Bah, écoutez, vu que vous m'avez dit que vous gagnez 1 million par mois, je ne sais pas combien vous prenez, à chaque fois vous montez avec un type. Oui. Mon mari, on n'a pas qu'à vous payer. On monte souvent. Vous montez souvent, oui. Mais je ne sais pas le tarif, mais je crois que mon mari, avec l'argent de poche que je lui donne, il ne pourrait pas vous payer. Oh ben moi je sais pas la réaction que j'aurais, mais enfin je serais pas contente. Ça dépend, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait les Vous faites ça avec du 300 client francs dans les bars, à 300, 400, 500 francs, bon, ou alors dans la rue couramment c'est 100 francs plus la chambre. Dans les bars oui, tant que ça. Dans la rue c'est 100 francs plus la chambre. Ça dure combien de temps? Une heure? Non, pensez-vous 10 minutes? Un quart d'heure. Ah bah alors là, je pense que je dis à mon patron qui m'augmente. Hein. C'est bon ça. Vous demandez l'augmentation les enfants. Oh là là. Bon. Ça c'est une chose tout à fait à part. On a Ça du peut mal à arriver à nos maris. De toute façon, c'est une chose qui peut arriver. Après, le principal, c'est qu'on ne le sache pas et qu'on ne le voit pas.
Pourquoi Je veux dire une chose, à tout point, il faut encore mieux que trouver notre mari avec une femme comme vous, parce qu'on dit, bon, ça va durer un quart d'heure, plutôt qu'avec une maîtresse. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Voilà, parce qu'avec une maîtresse, ça dure, tandis que vous, ça dure un quart d'heure, et puis vous ne revoit plus après, alors. C'est pas évident, c'est très fidèle des fois. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que si un de vos maris y allait, il y aurait une raison? Oui, mais oui, il y aura un état d'âme. Ben, il faudrait réfléchir, dire, voilà, si mon mari va là-bas, c'est que ça ne va plus avec moi. Voilà, alors ça m'obligera à penser. Et en fin de compte, peut-être que ce sera un renouveau dans l'amour après, qui sait jamais. Parce que quand une femme fait son examen de conscience... C'est une bonne réaction, très bien. Bravo. Voilà. Votre avis, pourquoi les hommes vont vers les prostituées? Oh ben moi je sais pas, ou ils ont peut-être des besoins qu'ils n'osent pas demander à leur femme parce qu'ils respectent trop leur femme pour leur demander, ou qu'ils pensent que leur femme peut pas leur donner. Ou alors c'est qu'ils en ont, disons, un petit peu ras-le-bol du mariage, puis qu'ils cherchent une fantaisie pour faire un petit break, quoi. Sans trop se compliquer la vie. Mais vous croyez que c'est anormal de demander à sa femme des choses qui sont... Ah non, moi je préfère que mon mari le demande à moi. Hein. Honnêtement, oui, oui. Vous lui refusez à ce moment-là? Ah mais je refuserai pas. Je suis le porte-parole des filles de Paris depuis très peu de temps en fait. Quand le mouvement a démarré, je les ai un petit peu regardés faire. Il y avait des choses, tout ne me plaisait pas tellement. Il y avait des petites choses qui ne me plaisaient pas tellement. Mais les commandos de filles, là, je suis contre la violence. Écoutez tous, je vous demande un appel au calme. Parce que la nuit que vous avez passée, je demande un photographe, pas de photo s'il vous plaît, j'ai des enfants. Un appel au calme parce que les nuits que vous venez de passer ne serviront à rien. Je suis une militante d'année pour des motivations différentes. Bah, j'étais militante jossiste. Maintenant, c'est tout à fait différent. J'étais, enfin, tout, de mon côté, surtout, le côté humanitaire. Et d'ailleurs, on m'a baptisée assistante sociale du mouvement. Puis, j'ai voulu quand même savoir. Je suis partie aux assises de Lyon. Puis à Lyon, j'ai écouté Hula. Nous avons apporté à M. Pinault un dossier complet, et ce M. Pinault nous prouve bien par son absence aujourd'hui. Alors justement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que ce M. Pinault prouve bien par son absence que c'est un monsieur vain, parce que s'il était réellement là pour le problème de la prostitution, je pense que sa place serait à la tribune. Alors, M. Valéry Giscard d'Estaing, il est fort probable qu'un jour il aura à nouveau quelques invités sur sa pelouse quand elle sera à nouveau un peu verte. Maintenant, je crois que ce soir, ces messieurs ont une question plus importante, bien sûr, à débattre. Ils sont à l'Assemblée nationale et ils votent, je crois, pour le budget de l'ORTF. Or, comme le budget des prostituées il est carrément un budget acquis et qu'on n'a pas lieu de le voter, je pense qu'à ce moment-là, une petite visite à l'Assemblée nationale à la sortie de la séance serait pas mal. Hula m'a bien dit, moi je tiens à ce que tu sois mon aide de camp direct. Et j'ai accepté, parce que d'abord j'aime beaucoup Hula, et aussi parce que j'aime aussi toutes les femmes qui sont autour de moi et celles qui ne sont pas autour. Mais tu continues à travailler? Je continue à travailler, justement, j'ai voulu... je pense que c'est malhonnête si on est dans un mouvement comme ça, d'arrêter, ou alors d'essayer de se faire réinsérer, d'en profiter pour se faire réinsérer. Je trouve que tout le temps où je m'occuperai de ce mouvement, je travaillerai. Donc j'ai voulu connaître toutes les différentes formes de travail. J'avais déjà été en maison close, en province, d'abord j'ai démarré comme ça. J'avais travaillé en bar, dans les bars de Pigalle, partout. Et j'ai travaillé après à Strasbourg-Saint-Denis, c'est le travail de la rue, où
bracole un client, on l'emmène en chambre. Et il y avait une autre travail que je n'avais pas connue, c'était Barbès. Donc je suis allée à Barbès pendant quelques jours. Et je suis allée aussi au Bois pendant quelques jours, où j'ai tourné en voiture avec un travesti d'ailleurs, pour voir, pour toucher de près ce côté aussi de la prostitution. C'est des gens qu'il ne faut absolument pas oublier. Il est évident aussi qu'il faut souligner que d'autres personnes, non seulement ont le problème de la prostituée et du racolage, mais en plus de l'utilisation d'un costume hors carnaval. Il ne s'agit pas du carnaval d'abord, c'est que moi je vis... S'il vous plaît, laissez-les parler. Je vis toujours en femme, je me déguise pas en femme pour aller faire le tabac. Non mais le procès verbal que vous avez, le deuxième, est justement pour cette utilisation de vêtements. En plus l'article 34 et R13, comme les filles, on a les mêmes articles, plus l'article couvre-corps de vêtements féminins. Et ça, je veux dire, on le subit tous les jours, plus la ségrégation des filles comme trésor, qui est quand même autre chose aussi que les filles. S'il vous plaît, les journalistes, voulez-vous vous pousser parce que je ne les vois pas. On était les premiers aussi à se jeter dans le mouvement, et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on n'a pas pu causer jusqu'à maintenant. Nous avons convoqué le phare qui n'est pas venu. Le phare n'a rien à voir avec nous. Bah, je savais pas. Je sais pas. Nous. Oui, mais nous avons parlé en tant que mère de famille. Alors, les mères de famille, et nous sommes ici pour la prostitution féminine, simplement. Nous avons pensé... Non, nous sommes là pour toute la prostitution. Masculin et féminin. Je pense que ce que dit... Ce que je voudrais dire, c'est que moi, de l'instant où j'ai commencé à ressembler à une fille, où j'étais ça comme une fille, j'ai perdu mon travail. Un grand nombre de travestis deviennent prostituées parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose dans la société. Vous, par exemple, comment êtes-vous devenu prostituée? Moi, je travaillais, j'étais coiffeur. Et après, bon, dès mon début de ma transformation, s'il n'a plus été possible que je travaille, vu que c'était pas possible, je ressemblais plus à un garçon, donc... Mais vous ressembliez à une femme, et il était impossible pour vous de trouver du travail en tant que femme? Très difficilement, très difficilement. Il y a un organisme qui s'occupe un peu de nous, mais on nous trouve des places de femmes de ménage à 60 000 francs par mois, des trucs... Moi j'avais un salaire de 350 000 francs par mois, dès l'instant où j'étais en femme. J'ai été rejeté dans la société et tout, donc j'ai vécu un certain temps sur le chômage. J'ai commencé à tapiner un jour ou deux par-ci par-là pour rencontrer mes fins de mois, puis maintenant je tapine de plein gré, régulièrement et tout. Moi j'ai choisi de vivre en femme, de ressembler à une fille, parce que ça correspondait à mon état d'âme, à mon corps, à ce que je voulais être. Quand vous dites tous les trois, c'est-à-dire toutes les trois? Oui, pour nous c'est exactement le même état d'âme. Je me suis toujours sentie une femme. Je me sentirai toujours une femme. Alors, vous êtes devenue prostituée par nécessité? Oui, par nécessité. Et puis, donc aussi par appel de l'argent aussi. C'est vrai que c'est une certaine facilité, on gagne assez facilement on peut gagner assez facilement de l'argent, mais c'est un miroir aussi, ça j'en ai vraiment conscience. Je sais que, je me rends compte que je peux gagner facilement de l'argent, mais j'ai aucune liberté, c'est vrai. Le fric que je gagne, je ne peux pas en profiter. J'ai les PV sans arrêt. En plus, j'ai le PV de prostitution, plus le PV pour port d'habits féminin. Il est interdit de s'habiller en femme. Mais sur la région parisienne, il n'y a aucun quartier qui m'autorise de me promener. Là, je peux me faire arrêter. J'ai droit à être... C'est-à-dire les travestis sont interdits sur tous les lieux de prostitution à Paris. Les lieux de prostitution, c'est quoi? C'est le 5e, c'est le 8e, c'est le 18e, enfin c'est partout. Il y a 2-3 rues, on peut traverser... Évidemment, c'est pas appliqué à la lettre. Mais je veux dire, au niveau de la police, si ça veut être appliqué, ça peut être appliqué à n'importe quel moment. C'est l'arbitraire le plus complet. Est-il vrai, beaucoup de travestis me l'ont dit, que la plupart des clients ne s'en rendent pas compte? En fait, on vous prend pour des femmes. Donc on pratique une fellation, on se laisse toucher uniquement les seins, et puis encore pas toujours, donc ils ne s'en aperçoivent pas. Il y a aussi la question, il y a ceux qui s'en doutent, qui le savent, mais qui ne veulent pas le savoir. Pour eux, on est une belle femme, au niveau du fantasme, ils ne veulent pas savoir qu'on est un... Si on leur dit, ça ne marche pas. Et ils le savent très bien. Vous, par exemple, d'aspect, vous faites très minette, très jeune fille. La plupart de vos clients savent que vous êtes un travesti ou vous prennent pour une jeune fille? En général, ils me prennent pour une jeune fille. Je leur dis, pas toujours, parce que les femmes, on est un peu obligés, faute d'argent. Expliquez-moi la réaction des clients, qu'il y a beaucoup de clients qui ne s'en rendent pas compte et vous prennent pour une femme. En général, ils réagissent très bien parce que je leur dis simplement que si tu as voulu monter avec moi, c'est parce que tu m'as pris pour une femme. Ah, vous leur dites au bout d'un certain moment quand même? Oui, bien sûr. Parce que des camarades à vous m'ont dit que même jusqu'au dernier moment, les clients ne s'en rendaient pas compte. Est-ce vraiment faire attention? Oui. C'est possible, oui. Mais enfin, j'avoue qu'ils sont vraiment cons. Non, mais c'est sans aucun doute.
Donc c'était pour revenir à cette rivalité avec les filles, donc vous leur prenez en fait un certain nombre de clients, d'où leur jalousie. C'est vrai. On a beaucoup parlé politique ce soir au meeting de la prostitution et... On n'a pas parlé politique. Très peu. Vous-même, vous avez un passé politique. Vous pouvez m'expliquer ce que vous étiez avant, ce que vous êtes maintenant? Mais j'étais militant politique dans les groupes sud-gauchistes. Je vous entends mal, vous pouvez pas parler un peu plus fort, on s'entend mal. J'étais militant politique, j'ai un peu honte. Enfin, j'ai pas honte. Pourquoi? J'étais militant dans différents groupes maoïstes et tout, en 68 et tout. Quand vous étiez garçon? Oui, oui. J'ai fait la prison après, à cet événement-là, enfin pour violence à agent et tout. Toi. Et après, bon, j'ai commencé à déconnecter et tout, à vouloir changer ma vie, à prendre conscience de mon corps et de ce que j'étais. Et c'est là que je me suis rendu compte que je me refoulais. Ma sexualité, elle passait pas du tout dans les groupuscules politiques. J'étais complètement refoulé. Ma sexualité, elle passait dans l'attaque des quarts de flics à coups de cocktail Molotov, dans mes relations entre les copains de cellules et tout, entre les actions qu'on allait mener. J'avais pas eu conscience de mon corps et tout. Et l'action politique ne vous satisfaisait pas. Et en tant que... elle me satisfaisait, elle sublimait, elle remplaçait, je veux dire, ma sexualité, je pense. Et aujourd'hui, alors, vous êtes plus équilibré Je vis ce que je veux, je vis pas librement, loin de là, non. J'ai d'autres contraintes qui sont beaucoup plus emmerdantes et je suis pris au piège. Je suis justement pris dans un autre piège du ghetto dans lequel on vit ou dans le système flic tapin. Pour moi, personnellement, je pense pas que ce soit une solution à longue date, je sais pas. Et pourtant, je veux dire, je m'emmerde pas du tout au tapin et beaucoup de mes camarades de tapin en reviennent pas. Et ils prennent plaisir? Ça m'arrive. Une fois pas tous les jours, de temps en temps. Je suis un être humain, parfois je me laisse aller. Alors, ce mouvement, quel est son but actuellement? D'abord, il y a le but de revendication pure contre la répression, contre les hôtels fermés, contre tout ce qu'on a pu faire pour nous empêcher de travailler, parce que si on laisse appliquer la loi qui est faite, qui doit être appliquée en fait, on ne pourra plus travailler nulle part. C'est-à-dire que tous les lieux de prostitution sont fermés ou saisis. Donc c'est terminé. Et après, moi, je pense que par la suite, il faudra continuer le mouvement pour libérer le plus possible les femmes de tout ce qui est d'abord les ghettos et puis tout le reste. Parce que si d'abord, on s'aperçoit chaque jour dans le mouvement de femmes que ces femmes qui ont pris conscience de ce qu'elles sont, de ce qu'elles valent, font des articles dans les journaux, écrivent, se voient et se libèrent doucement. Et je pense qu'il va falloir aider à ça et les libérer en leur donnant des... par exemple, en flattant leur violon dingue, en les aidant à faire quelque chose d'autre que de la prostitution, en dehors de leur travail. Beaucoup de femmes font que ça. Elles vont tapiner, puis elles rentrent chez elles, puis elles dorment, et puis le lendemain, elles repartent tapiner, puis elles redorment, et puis c'est toujours pareil, c'est le boulot, dodo, et c'est terminé. Et le soir, après une journée de boulot, qu'est-ce que tu fais? Je rentre chez moi. Et à ce moment-là, comment se passe ta vie? Ça se passe pas grand-chose. Je me fais à bouffer, puis je regarde la télé, ou je bouquine, je me croise des trucs comme ça. Tu m'as dit, c'est la solitude. Ah oui, c'est la solitude. Il n'y a personne chez moi, je suis toute seule. Quel est ton but dans ta vie affective? Je veux me marier, je veux avoir un gosse comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde ou presque. Tu veux fonder un foyer? Absolument, oui. Elles ont envie de faire quelque chose, elles ont envie de changer leur vie, mais elles ne sont pas encore assez formées pour faire une action syndicale pure, parce qu'une action syndicale pure, c'est quand même une structuration, ce qu'on commence à faire en ce moment, une structuration de tous les quartiers, des réunions, c'est des femmes qui ont quand même des vies à elles et qui sont ailleurs prises, qui ne peuvent pas donner toute leur vie comme ça dans un mouvement. Voilà, et ce que je voudrais dire, c'est que cette lutte sera vraiment efficace pour la liberté des prostituées et toutes les libertés, même des homosexuels, que si on y apporte un combat politique bien défini, car vous avez des objectifs bien définis, les proxénètes, les exploiteurs, la société capitaliste. Et c'est contre elle qu'il faut lutter, dans un combat politique. Surtout pas de politique. Ils ne sont pas venus pour ça, pas de politique. S'il vous plaît, pas de politique. Le problème est trop grave. Et Oula, d'ailleurs, notamment, à plusieurs reprises, a dit « Ne faisons pas de politique, je vous en prie ». On n'a pas le droit de mettre sur la même bannière des femmes qui ont toutes des tendances différentes, de toute façon. Maintenant, on peut dire aussi autre chose. On peut dire que, justement, j'ai assisté... On a eu un débat dans une librairie, et quelqu'un a reproché au parti gauchiste mais pourquoi avez-vous été là tout de suite au démarrage? Moi, j'ai pris la parole, j'ai répondu parce qu'ils étaient plus malins que vous. Ils ont vu que c'était un mouvement qui prenait de l'ampleur et qui pouvait apporter quelque chose. Bon, eh bien,
je pense que quand même, il faut souligner que les prolétaires, on dit, des gens qui viennent le moins souvent nous voir, quand même, ces gens qui ont le moins d'argent, ont été prêts à nous aider tout de suite. Tous les partis sont venus nous voir pour nous aider. Et le côté bourgeois, qui vient nous voir en douce et qui nous demande des fois des choses un peu extraordinaires, ces gens-là nous ont bannis. C'est-à-dire, non, on ne veut plus nous voir dans les rues, c'est une forme d'hypocrisie, quoi. Bon, je représente ici le cabinet de François Mitterrand. Je veux dire simplement qu'en tant qu'homme, je ne me sens pas le droit de faire un discours et que c'est pas très facile ce soir d'être un homme et que je me sens pas très à l'aise. Et qu'à ce titre, je n'ai absolument pas le droit ni de donner des conseils, ni de faire des discours. Je veux simplement dire une seule chose. Au-delà de ce qu'on a pu dire sur la société, sur le capitalisme, ce que je crois profondément, et qui est mon combat des militants politiques, il y a des problèmes des prostituées d'aujourd'hui, il y a des problèmes pour leur liberté, il y a des problèmes pour les aider à lutter contre la répression. C'était un fameux lapsus, mais à l'Assemblée nationale, Et pourquoi pas aussi, sur ce plan-là, et pourquoi pas, quel est le seul homme ce soir qui peut dire le contraire? Je veux dire simplement que ce combat très précis, en ce qui concerne mon organisation, s'il doit être mené sur le plan parlementaire et sur le plan juridique, nous apporterons notre soutien et son discours. Vous savez, on est étonné quand vous voyez un homme, quand il se déshabille, il porte un corsage, vous savez, des bas noirs. Je suis étonnée, vous savez, mais on ne dit rien. Parfois, on voit même des gens qui se prétendent de son grand socialiste politique. Je le voyais dans les corsages avec les bas. Vous savez. Ah, la statue de la liberté. Alors là, il faut se mettre sur une table, il faut se mettre nu, hein. On se met toute nue. Alors il y avait un monsieur, ce monsieur-là, qui se déshabille, il se met tout nu aussi, puis il marche autour de moi en chantant la Marseillaise. Alors là, c'était marrant. Et toi, tu étais dans la position de la statue de la liberté? Ah oui, j'étais dans la position de la statue de la liberté. Tu m'as dit obligé de rire. Lui, il marchait au pas des Oui, un pas comme un militaire. Alors il chantait aux enfants de la... Oh ça, mes citoyens, quand il a dit ça, il est passé. Il a joui quand il a dit ça, c'était marrant. Oh, c'était amusant, je me suis écroulée de rire après. Nana, vous êtes prostituée? Oui, je suis prostituée. Depuis combien de temps? Depuis 1968. 1968. C'est indiscret de vous demander quel est votre âge? Non, pas du tout. 50 ans. Et comment vous êtes venue à la prostitution? Parce que j'étais abandonnée par mon mari. Mon mari m'a laissé beaucoup de dettes. J'étais saisie par des huissiers qui ne voulaient pas comprendre qu'il m'abandonnait et qui n'étaient pas d'aide à moi, mais ils ont m'a saisie. Je restais sans un sou dans mes poches et comme j'habitais pas loin de Madeleine, je me suis promenée là-bas. J'étais accostée par certains messieurs. J'étais choquée, vous savez. Première fois qu'il m'a donné 10 000 francs, vous savez, c'est énorme. Parce que moi, je devrais peut-être 300 000 francs. Et quand ils m'ont donné 10 000 francs, eh ben, discrètement, j'ai commencé, je venais 2 fois par semaine là-bas pour me faire prostituer. Et vous avez toujours été indépendante? Oui, j'étais toujours indépendante, sauf en Belgique. En Belgique, vous étiez... Amenée par un monsieur qui voulait se marier avec moi, mais c'était seulement une simple promesse, voilà. Et qui prélevait une partie de vos biens? Oh, presque tout. Micheline, tu es indépendante. Oui, actuellement, non. Et tu ne l'as pas toujours été? J'ai pas toujours été, non. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est-à-dire? Tu as été en maison close? J'étais en maison close, oui. Enfin, c'est-à-dire j'étais au bois de Vincennes. Ouais. Et après, j'étais en maison close.
Pendant 2 mois, j'étais enceinte de ma fille. Et tu as été enceinte comment? Du gars avec qui j'étais, quoi. Ouais. Et tu as eu donc un Mac? Oui, je suis tombée sur un macro. Et qu'est-ce que tu en penses de Mac? Je sais vraiment pas quoi dire. C'est-à-dire, ce que j'en pense. Comment ça se passe d'abord? Comment ça s'est passé ta rencontre avec lui? Ma rencontre avec lui, j'étais tout seul, j'étais avec Brigitte toujours. On était au Savoie, puis on devait partir en boîte. Et puis ils étaient 3. Alors ils nous ont invités à boire un verre. On a bu un verre avec eux, tout ça, on a sympathisé avec eux. Et au bout de 3-4 jours, alors il m'a dit que... Enfin, il m'a dit qu'il était voyou, quoi. Alors j'ai compris ce que ça voulait dire voyou. Alors j'ai dit, c'est mes sous que tu veux? Alors il m'a dit non. Enfin, il m'a rien dit du tout. Alors il m'a amené au bois de Vincennes. Puis enfin, il m'a fait montrer pas mal de trucs. Et puis vraiment, j'ai eu peur sur le coup. J'en ai même dit à ma copine, j'ai dit, c'est pas normal qu'il m'amène là. J'ai dit, il va me jouer à sale tour. Alors mes copines, ils m'ont dit, faut pas y aller et tout ça. Et puis moi, je sais pas, j'étais entêtée de toute manière. Je dis non, c'est pas un gars me faire du mal et tout. Alors j'ai été. Et puis, enfin, il a voulu me faire avorter, m'amener chez des gens, quoi, chez des gens qui connaissaient lui, qu'il avait fait déjà avorter de ses femmes, parce qu'il n'a pas eu que moi. Alors j'ai été, je voulais pas le faire avorter parce que c'était pas un gosse du métier, je l'ai pas eu du métier, quoi, je le voulais. Alors ça me faisait mal au cœur. Et puis je suis restée avec lui. Alors après, il m'a mis tout de suite en maison close, il m'a mis à la rue Quincampoix. Dès que je suis arrivée la veille, lui il avait mis au courant déjà les propriétaires qu'il ne fallait pas que je sorte et tout ça. Alors je travaillais de 2h de l'après-midi jusqu'à 6h du matin, debout. J'étais enceinte de 6 mois. Et qu'est-ce qu'il prenait pour faire, ça dépend ce que je faisais. J'arrivais à faire 40, 60 000 par jour. Alors tous les jours il me disait que je faisais pas assez, quoi. Est-ce que si je pouvais faire Enfin, si la dame elle pouvait me prendre en plus, quoi, pour travailler en plus. Sur la fin de la machine. Et tu es resté quand même avec lui? Je suis restée avec lui, oui, jusqu'à l'heure que j'ai accouché. À cause de ton enfant? À cause de mon enfant, oui. Est-ce que tu as pu t'en sortir facilement? Comment ça s'est passé? Ça c'est dur à expliquer parce que ça n'a pas été facile. Parce que je suis vraiment tombée dans le milieu. Ça fait combien de temps que j'ai quitté? Ouais. Ça va faire 8 mois. 8 mois. Et est-ce qu'il a cherché à te relancer, à t'embêter? Non, j'ai jamais envie. C'était sous condition de toute manière. Il n'avait pas à me rechercher. Et actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup de filles qui sont emmerdées comme ça par des mecs? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de souteneurs? Il y en a pas mal. Certaines filles ne veulent pas le dire, mais il y en a pas mal. Qu'est-ce que tu penses, toi, des proxénètes? Je trouve que c'est complètement idiot de donner son cul pour après aller donner des pognons à un mec. Moi, personnellement, j'en ai jamais eu. Est-ce que tu en as connu? Oui, enfin, j'ai connu donc ce fameux copain celui à Micheline, là, qui voulait à tout prix que moi, je travaille pour lui. Alors, il avait une moto, ce mec. Moi, j'adore la moto. Alors, il me disait, ouais, je t'emmène à moto et ci et ça, bon. Moi, j'adorais la moto, alors j'ai dit, bon, d'accord, allez, voilà. Puis au bout d'une semaine, la moto, c'est bien beau, la moto, mais j'allais pas donner mon argent pour un tour de moto, quand même. Alors finalement, je lui ai mis les points sur les i, je lui ai dit, écoute, de toute façon, je te donnerai jamais, pas plus à toi qu'à un autre. Et puis, il est même venu jusqu'au bois, me demander de l'argent. Puis je l'ai menacé, je lui ai dit, tu sais, je vais directement chez les flics, moi, je n'ai pas peur. Quel âge il avait? 25 ans, 27. Si l'amant de cœur est très difficile à avoir pour une prostituée, c'est parce qu'il y a une espèce de chasse au proxénétisme. Comment arriver à concilier le fait de protéger les filles autant que possible du proxénétisme et leur permettre malgré tout d'avoir des relations suivies avec un homme?
Bien, je crois que le problème du souteneur, je l'ai dit déjà, un chapeau mou derrière son jeu de poker, attendre que la femme ou ces femmes l'amènent ou qu'il aille relever son compteur. Les compteurs bleus, c'est périmé. Parce que de toute façon, on ne fait plus l'argent qu'on a fait. Et je connais des femmes qui, des fois à Saint-Denis, ne dérouillent pas pendant 3-4 jours. Dérouiller, ça veut dire travailler. On ne font pas un client pendant 3-4 jours. Alors je pense qu'on peut pas baptiser souteneur un gars qui simplement se fait aider un peu par une marginale et l'aide aussi à vivre quand elle n'a pas d'argent. Donc ils s'aident mutuellement. Si c'est un marginal, je parle d'un marginal. Maintenant, elle peut aussi avoir un manqueur qui soit releveur de compteur à gaz. Mais ce gars est aussi inquiété que l'autre. Alors c'est ça qui est embêtant. Le proxénète est vraiment un protecteur. Oh oui. Oui, parce que quand on pense qu'il y a des hôtels qui ont le Condé, qu'ils ont une vingtaine de filles pour travailler dedans, ils n'ont jamais eu un ennui. Les filles étaient dehors, la police passait, ils n'ont jamais emballé une de ces filles. Ou alors, si elles étaient emballées pour contrôle d'identité, on les ressortait immédiatement. Et par contre, moi, on me prenait à côté et on me faisait le procès verbal, on me faisait faire mes 10 heures de police, ou alors on m'envoyait à Saint-Lazare, ce qui me doublait mes heures. Ensuite, moi j'étais très fatiguée parce qu'on me prenait souvent 4 jours, 5 jours, comme ça, d'affilée. Je dis souvent, et je vais le répéter encore une fois, sous chaque petit képi, il y a un petit dictateur qui sommeille. Voilà, c'est ça le gros problème, c'est-à-dire que chacun transmet la loi à sa manière. Alors on dit un jour à un gars, t'as un képi, tu dois appliquer telle et telle loi, et même des fois on lui explique même pas. Parce que l'autre fois, il y en a un qui m'a fait un article R34, il savait même pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai demandé d'aller le lire, cet article R34. Quand il a lu, il a vu qu'il avait fait une malhonnêteté. On a des filles qui sont attrapées en flagrant délit alors qu'il n'y a pas de flagrant délit du tout. On a pris le client à côté de la fille dans la voiture, il n'y avait encore rien de fait, on les a pris en flagrant délit. Donc c'est ça, on a des répressions multiples. Et du fait qu'on a agité le problème des compromissions, on a des répressions encore plus multiples parce que beaucoup sont touchés, se sentent touchés et veulent se défendre avant que ça n'arrive parce qu'il va leur arriver des grosses catastrophes et ils prennent les devants. De toute façon, ça les compromissions sont déjà à moitié dénoncées et on va être obligé de faire quand même dans certains milieux de police et autres une épuration. Tu dis que ce sont les filles qui sont avec un proxénète qui ont moins de problèmes avec la police. Ah oui. Mais à ton avis, est-ce que c'est pas plutôt une fille qui a le Condé parce qu'elle balance des affaires? Ce qui est tout à fait différent. Pas forcément, non, parce que moi je connais des hôtels qui protègent toutes leurs filles. Parce que s'il y a des filles qui sont emballées dans cet hôtel-là, la rentabilité n'est plus bonne. Oui. Alors donc, ils font une protection pour ces filles-là, qui ne veut pas dire forcément Condé, mais parmi elles, il y en a qui ont le Condé qui balance n'importe quoi, mais ça c'est vrai. Pas forcément des filles qui ont un proxénète derrière. D'accord. Si, elles ont des proxénètes, moi j'en suis certaine. De toute manière, une fille qui rentre dans cet hôtel-là, elle a un proxénète. La fille qui a un Condé, elle a un proxénète ou alors elle a un indicateur. Oui, mais il y a tant d'endroits où tu peux avoir le Condé. Il n'y a pas que dans les hôtels où les filles travaillent. On peut avoir le Condé dans la rue, oui, parfaitement. Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Ça, et justement, pour ne pas être emballées, ces filles-là, pour travailler tranquillement, si elles sont au courant de certaines affaires de casse ou de trucs comme ça, elles vont les balancer. On appelle ça balancer une affaire. Oui, ou sinon, elles donnent de l'argent. Qui leur permet de travailler tout à fait tranquillement sans se faire emballer. Voilà. Ou alors elles donnent de l'argent et elles encaissent, par exemple, une affaire que le flic donne. Alors, elles lisent l'affaire, elles lisent le dossier, elle est libre de refuser de le prendre, hein, elle est tout à fait libre. Généralement, elle le prend. Alors, le policier qui donne le Condé est couvert. Et elle sert de témoignage. Elle sert de témoignage. Même si elle n'a pas vu l'affaire, elle sert de témoignage. Oui, exactement. Même si c'est pas vrai qu'elle n'a pas donné l'affaire, Exact. qu'elle n'a rien fait. Oui. Mais par contre, elle donne de l'argent. Rapport avec certains policiers sont agréables, mais avec certains sont affreux. Vous en avez aussi parmi vos clients? Oui, exactement. À cause de celle d'autre, tu sais, je travaille dans un service. Je dis laquelle? Vous savez après? Oh, ici. Je dis ben, voilà, vous savez. Oui, j'ai un monsieur qui me disait, il était dans un grand ministère, disons, un policier très haut. Et puis il me disait, je suis content que je trouvais pour la première fois une fille comme il faut. Oh, j'ai le panier!
Embarque-moi ça. Putain, nous fais du chien, c'est pas possible. Ça fait déjà trop. Lâchez-moi. Allez, bon. Non. Lâchez-moi. Allez. Allez, au dépôt, hein. La prostitution n'est pas considérée comme un délit, mais le décret numéro 60-1247 du 25/11/1960 institue une contravention pour ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer la débauche et les condamne à une amende. Par ailleurs, il condamne à une amende et à une peine d'emprisonnement pouvant aller de 10 jours à 1 mois ceux qui par geste, parole, écrit ou par tout autre moyen procéderaient publiquement au racolage de personnes de l'un ou l'autre sexe en vue de les provoquer à la débauche. La peine est aggravée quand l'outrage à la pudeur est commis par des homosexuels. Quand on est emballé, on a un PV. Et ce PV nous apporte un congé de 3 jours. Un congé, c'est la possibilité de travailler tranquillement sans être emballé. Ça pendant 3 jours. Hein. C'était plus dur de passer toute la nuit au poste. Et si je demandais, est-ce que je peux monter à Saint-Lazare? C'est au contraire, vous restiez au poste. Au poste, tu restais dans quoi? Mais dans une petite case. Non, il n'y avait pas de chaise. Il y avait, je le mesurais, le banc, il était 31 cm large. Assez haute. La nuit? La nuit. Sans dormir, sans pouvoir t'allonger? Et vous étiez plusieurs? Pénible. C'était pénible. Et alors à Saint-Lazare, il y avait des lits? Il y avait des lits. L'accueil était fait par les femmes à Saint-Lazare? Oui, et c'était très gentil. Oui. Très, très gentil. Et tu crois qu'il faudrait quelque chose? Et on vous faisait les visites médicales et tout ça? Mais on suivait? Avant, il y avait visite médicale, mais moi, je faisais ma visite médicale seule, à rue d'Alsace 36. Oui, je me surveillais moi-même seule. Non, non. Je savais, c'est mon santé pour tout. Vous savez, parce que si j'avais plus d'entrée, on se On me réclame 12 millions d'impôts, de 71 à 75. On nous a fermé nos hôtels en disant que nos hôteliers étaient des proxénètes. Vous savez ce que ça me fera 12 millions à 60 francs, mon petit monsieur? Combien il va falloir que j'en fasse pour leur payer? Qui est-ce qui est proxénète? Nos hôteliers ou alors l'État, mademoiselle? Moi, je ne suis pas prostituée, je suis étudiante salariée. Je suis venue à ce meeting ce soir pour m'informer. Mais je parle en tant qu'enfant d'une prostituée. J'ai été élevée à l'orphelinat. J'ai cherché ma mère. Quand j'ai su que ma mère était prostituée, je l'ai retrouvée. Parce que je pense qu'elle a des mérites. Si elle m'a abandonnée, c'est bien par rapport à la répression sexuelle et tout. Elle est seule prise de flic. Par contre, si ma mère avait été comme une femme normale, ce qu'on appelle une femme honnête, je n'aurais jamais pris de contact avec elle. Et c'est pour là que ce soir je suis là pour dire que je suis solidaire du mouvement des prostituées. Alors, écoutez, on a demandé que je vienne à aujourd'hui, on est là pour les ouvertures d'hôtel. Nous sommes en travail. Travaillez tranquille, eh bien, je vais essayer de parler quand même. S'il vous plaît, ne vous excitez pas. S'il vous plaît, attendez-nous. S'il vous plaît, parlez. Messieurs les photographes, venez dégager l'affaire. Et j'ai pas entendu parler de la prostitution. J'ai entendu un débat corporatiste, s'il vous plaît. J'ai pas entendu parler de la situation des prostituées. S'il vous plaît, tout le monde est venu ici. Alors, si vous n'avez pas envie d'en parler, ni d'en entendre parler, pourquoi est-ce que vous êtes venu là? Je suis une féminine. Et féministe, moi je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve qu'avec les hommes, on n'a rien gagné, en fait on a beaucoup perdu. On a perdu beaucoup de choses très jolies et c'est dommage.
Mais est-ce qu'elles ont pris contact avec vous? Oui, nous les voyons. Elles veulent lutter avec nous. C'est très gentil ce qu'elles font parce qu'elles ont beaucoup de punch et elles nous aident véritablement. C'est des femmes qui ont envie de nous aider. Mais nous ne parlons pas le même langage, c'est sûr. Bon, certaines de nos jeunes femmes vont les recevoir facilement et parler avec elles, mais d'autres jeunes femmes vont être carrément cabrées et ne pas leur parler parce qu'elles les comprennent mal. Ce que je voulais dire aussi, c'est que cette honnêteté que vous avez ce soir, c'est peut-être pour nous inciter à reconnaître quelle est la femme mariée, quelle est la femme dite honnête, mère de famille, qui ne sait pas qu'elle a un type de prostitution avec son mari, car chaque fois qu'on fait l'amour avec un homme, ça va en avoir envie. Mais que ce que nous voulons dire ce soir, c'est que c'est peut-être que nous avons quelque chose à changer. Là, s'il vous plaît, pourquoi, une fois que c'est les problèmes de Barbès, vous changez de conversation? Laissez terminer la dame quand même. Ah, c'est pas moi qui ai changé. Alors, laissez-la continuer. Merci. Alors, la dame de Barbès. Moi, je représente Barbès ici, et je crois qu'il y en a une bonne partie. Oui, j'espère. J'espère. Voilà. Alors, on se demande pourquoi, comment on va faire avec les immigrés, parce que nous, tout est fermé. Eh bien justement, je suppose que dans les cas de catastrophe, le gouvernement trouvera un deuxième monsieur prostitution. Barbès, c'est beaucoup de passes pour très peu d'argent en fait. Des escaliers à gravir, des hôtels qui sont quelquefois bien, quelquefois moins bien. Et un après-midi, j'ai monté 90 étages. Bien sûr, plus on fait de clients, plus on a d'argent, mais enfin, il faut en faire beaucoup. Maintenant, je dois dire que le contact avec les immigrés est moins difficile qu'on ne pense. C'est des gens qui sont propres, finalement. Aller voir comme ça, quelquefois, on dit, tiens, on va côtoyer des gens plus ou moins minables. C'est pas vrai, ils sont propres. Ils sont d'une correction parfaite, ils sont même très gentils en chambre. Maintenant, en dehors de leur quartier, ils sont agressifs, parce que certaines filles les reçoivent mal. Oui, mais dans leur quartier, ils sont très bien. Combien tu prends? Oh, merci, j'attends quelqu'un. Que tu veux pas monter avec moi? J'attends quelqu'un, je te le dis gentiment, bon bah c'est tout. J'ai de l'argent. Oui, bah j'en ai rien à foutre de ton argent. Je dis j'attends quelqu'un, insiste pas. Je te dis non, c'est non. Tu veux pas monter avec moi parce que tu es un arabe? Mais j'en ai rien à foutre, moi maintenant tu vas pas me faire chier pendant 3 plombs pour la même chose, non? Salope, putain, va te faire enculer. Mais va te faire enculer toi-même, pauvre mec, va. Commence à nous faire chier, tu te tires maintenant, puis c'est tout, hein. Pour les chiens qui s'en puissent se faire enculer, foiré, va, sale crouille. Putain d'arabes qui nous font chier ces mecs, c'est pas possible. Enfin, il y en a qui sont très gentils, paraît-il, hein. Je peux pas tellement en parler, parce qu'en fin de compte, je montais pas avec. Finalement, même en tant que prostituée, on n'est pas obligé d'accepter tous les clochards, là, tous les machins, tous les arabes, tout ce que... Est-ce que tu choisis ta clientèle? Je choisis ma clientèle. Est-ce qu'il y a des clients que tu ne fais pas? Il y a des clients que je ne fais pas. Lesquels? Les arabes, pour commencer, les portugais et les noirs. Pourquoi? Parce que tu es raciste? Oui, c'est une certaine forme de racisme déjà, mais je sais pas, je les aime pas. On n'inspire pas confiance. Et toi, Emma, est-ce que tu sélectionnes tes clients? Ça veut dire, les Arabes, c'est la même chose. Les Portugais, c'est par eux que je sais pas qui c'est les Portugais encore. J'ai jamais fait attention qui c'est les Portugais. Moi, eux, ils m'expliquent ce que c'est les Portugais, alors je dois faire aussi attention, ça veut dire par prudence. Mais les Arabes, je ne veux pas avec eux d'abord. Les Arabes, c'est pour des raisons politiques? Oui, politiques. Non, pas politique, parce que je ne fais pas de la politique carrément, mais je les aime pas. Carrément, je les aime pas du tout. Même avant qu'il y ait de la politique ou pas de la politique dans mon pays, je les aime pas. Et j'aime pas les Noirs non plus. Et toi, Micheline? Maintenant, je sélectionne quand je travaille en maison close. Tu n'en avais pas la possibilité. C'est qu'on t'interdisait de refuser un client. Et maintenant, quels sont les clients dont tu ne veux pas? Maintenant, je prends que les Français. Les Portugais, je ne les fais pas. Les Noirs, je les ai jamais fait. Et avant, je faisais les Arabes aussi. Les Arabes, les Portugais. Et est-ce que tu as eu des problèmes, par exemple, quand tu faisais les Arabes? Non, pas du tout. Ah, pourquoi tu ne les prends plus? Je sais pas. Je sais pas, je peux vous expliquer. C'est possible. C'est par nous, finalement. Il y en a une qui ne les prend pas sur le coin, personne ne les prend. Est-ce que vous avez des... Ah oui, j'ai une prêtre vers Madeleine. Vous savez, voyez ça. Il me semble qu'il était le prêtre de midi.
Il était à Paris pour la conférence, c'était 69, oui. Et puis, quand il me vit là-bas, tout de suite, il enlevait, il y avait une croix ici, je pense, et puis un petit chapeau. Et quand je l'ai monté avec lui, dans un hôtel à Rigoubert, la femme de chambre que vous connaissez bien, elle souriait, mais moi aussi je souriais, vous savez. Et puis, vous savez, un monsieur à 70 ans, un prêtre, vous savez, j'étais étonnée, vous savez, qu'il paie chez les prostituées. Je parlais avec certaines copines, ils disent, oh, c'est pas première fois. Pas première fois, vous savez. Et pour me amuser, je suis allée dans une église et je regardais un prêtre, vous savez, dans la chaussée d'Antin là-bas. Et vous savez, je le regardais peut-être un peu provoquant, je peux le dire, oui. Et vous savez, il était un peu jeune, mais au départ, mais après, non, pas du tout. Je couchais avec des prêtres, pas un, deux. Deux prêtres? Oui. Sur le coup, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait. Alors, chez nous, on appelle les œufs en hébreu, c'est betzim. Alors, il me dit, tu me prends mes betzim et tu les tournes. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Comment que tu veux que je fasse? Il me dit, tu me les tournes jusqu'à que je jouis. Alors je dis, mais il est fou. Je crois que tu es fou. Il me dit, écoute, tu veux de l'argent, tu veux pas? Je dis, oui, mais papa, j'ai peur de te faire du mal. Il me dit, mais si ça me fait mal, eh ben, je te le demande pas. Tu vas me le faire. Puis c'est tombé la première fois, un client comme ça. Je dis, ben, je vais m'amuser avec lui, je vais rigoler pour moi, puis je vais faire. Alors j'ai commencé à tourner, et puis il était couché. J'ai refait une fois, deux fois. Il me dit, encore? Je tourne encore. Il me dit, encore, tourne. Je dis, mais pourquoi faire encore? Tu vas pas pouvoir finir comme ça, tu veux que je te monte dessus? Il me dit, non, tourne. Je dis, mais où tu tournes? Il me dit, tourne. Et il commence à devenir rouge, comme une tomate. Et moi, je tourne, et ses œufs, ils sont venus petites comme ça. Là, comme, je dis, mais j'arrête. Il me dit, non, encore. Et je vois qu'il commence à jouir, et je vois qu'il veut vraiment finir. J'ai su par sa figure. Alors j'ai tout lâché, et ça recommençait à retourner comme ça, et ça, il a joui sur lui. Et j'ai dit, mais j'ai commencé à avoir peur, je suis venue blanche comme je sais pas quoi. J'ai dit, oh, fous-moi mon argent, hein, laisse-moi partir. Hein. Tu fais tes œufs, tu fais pas les œufs, hein, laisse-moi tranquille. Hein. Ils ont tourné, ils ont pas tourné, t'as joué, tu as fini. J'ai vu qu'il a fini, je lui dis, donne-moi mon argent. Il me dit, prends et fous le camp. Alors, je dis, ben donne. Il me dit, mon pantalon, il m'a donné mon argent, il m'a dit. Je lui dis, allez, hein, j'ai pas de monnaie, donne-moi les 200 livres, et puis je m'en vais. Puis je l'ai vu comme ça, je suis partie chez les copines, je leur ai raconté ça, il me dit, oh, mais il y en a des pires que ça. Tu es tombé sur un comme ça, mais il y en a des pires. Alors je dis, ben, j'étais toute étonnée, j'ai pas travaillé dans la soirée, je suis restée comme ça étourdie, j'ai dit, il est fou celui-là. Plus la chambre. Ouais. Ok, viens, c'est bon. Voilà. Merci. Regardez. Tu passes là? Ah ouais. Là, là. Enlève tout ça. Hein? M'enlève tout. Un petit peu plus alors. Hein? Des pièces. Ah.
Merci. Ça va. Tu veux cette place, toi? Ça va comme ça? Je te suce un peu? Oui. Non, non! Touche pas, ne touche pas les seins, je pars pas, hein? Ok? Bon. Voilà. Déjà? Tu veux même pas rentrer dedans? Comment tu te rhabilles? Eh, c'est pas fini, hein? Hein? C'est pas fini, je dis! Pourquoi? Ça va pas, non? Allez! Comme pollué moralement. Oui. À vie. À vie? Oui. C'est terrible ce que tu dis là. Bah oui. Qu'est-ce que tu appelles être pollué moralement? Moi je te connais depuis un petit moment. Je n'ai pas du tout l'impression d'avoir en face de moi un être différent des autres. Je sais que tu as été prostituée, je sais que beaucoup d'hommes... J'ai vu des choses que j'oublierai jamais. J'ai entendu des mots aberrants, j'ai vu des gestes dingues, horribles. Ça s'oublie pas. C'est pas possible d'oublier ça. Oh. Ja, im gleichen Heim. Ah ja, und gefällt's denen da? Ja? Und die Buben? Ja. Ja, Sonia, wie geht es dir? Ah, mais moi, à l'époque, hein, je cherchais absolument l'amour. Mais je ne veux pas dire que je le cherchais parmi mes clients, parmi n'importe lesquels. Mais j'avais toujours cette idée qu'il fallait que je trouve un homme et qu'on puisse s'aimer vraiment.
Mais comme j'étais dans une situation financière épouvantable, tous les horizons étaient bouchés, j'avais pas de papier, pas de travail, pas de permis de travail, mes gosses et moi on n'était même pas déclarés à la police. Donc il fallait survivre, alors des hommes venaient coucher avec moi en me payant. Évidemment, je m'apercevais quand même que c'était pas l'amour qui les poussait, quoi. Hein, c'était la satisfaction sexuelle, c'était la levée de leur propre frustration, quoi, une certaine libération qu'ils cherchaient, ou alors une certaine revanche. Il y en a qui venaient se venger. Il y a souvent des clients qui viennent se venger de toutes les frustrations que leur propre mère, leur grand-mère et toute la société entière leur a infligées. Alors ils viennent se venger sur une putain. Et ça leur fait du bien, et la putain doit comprendre ça. Elle doit comprendre, mais elle doit quand même pas se laisser étrangler, par exemple. Hein. Il faut avoir suffisamment de diplomatie pour comprendre qu'il y a des tournants dangereux et qu'il faut remettre un peu de gomme pour calmer le type, qui reparte content ou même furieux, mais enfin qui reparte sans quand même avoir tué la femme. Parce qu'il y a des types qui iraient facilement jusqu'à tuer. Hein. Moi, je sais que plusieurs fois, je me suis battue pour sauver ma peau, clairement. Hein. Et ça, alors, c'est toute une technique hein, qu'il faut avoir. Ça laisse des cicatrices dans la tête. Il y a des types qui te sortent des armes, il y en a qui ont déjà les mains sur ton cou. Et il faut trouver la parole au moment psychologique, tu trouves la parole qu'elle est des armes. On la trouve, je crois qu'on la trouve qui fait toujours. qu'automatiquement, la violence tombe. Moi, je suis persuadée que la plupart des femmes qui se sont fait tuer ont eu peur. Elles ont eu des réactions de peur. Et le type ayant peur de voir une femme qui a peur et qu'elles ameutent, par exemple, tout un immeuble ou tout un quartier, à ce moment-là, ils ne réfléchissent plus. Ils éliminent la source de la peur, c'est-à-dire qu'ils tuent la femme, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème, ils foutent le camp, puis voilà. Mais je suis persuadée que si une femme avait vraiment le sang-froid et le doigté, hein, la délicatesse et le courage nécessaires pour passer ce moment difficile, elle ne se ferait pas tuer. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, on ne m'a pas tuée. Hein. Quelquefois, je me suis bagarrée à mort, ou alors au contraire, j'ai redoublé de tendresse, j'ai redoublé d'hypocrisie, de diplomatie. Mais en fait, on n'a jamais pu me tuer. Mais il y a des types qui étaient prêts à le faire. Et ça venait pas de moi, ça venait d'eux. C'est des blessures qu'on leur avait infligées et qui se rouvraient au moment psychologique. Hein. Et c'était plus fort qu'eux, ça les emportait. Hein. Il y a des hommes qui sont terriblement blessés dans les clients. Faut pas croire qu'ils vont là pour le plaisir. En réalité, ils y vont presque comme à la mort. Hein. Pour eux, c'est presque une souffrance d'aller faire l'amour. Ils n'ont même pas d'autre moyen d'aller faire l'amour qu'en payant. Et ça les fait doublement souffrir, ça les humilie encore davantage, quoi. Il faut comprendre ça. Moi, je sais pas, moi, il me semble que plus on vit, plus on doit s'élargir, plus on doit comprendre qu'il y a des problèmes et qu'en fait, il n'y a pas de véritable criminalité, il n'y a que des souffrances. Hein. Si on arrive à comprendre ces souffrances, et puis à les soulager tant soit peu, eh ben, le monde va mieux, hein, franchement. Tant du côté des femmes que du côté des hommes. Faut pas oublier que la plupart des putains sont elles-mêmes frustrées, hein, elles ont manqué d'affection. Moi, personnellement, j'avais l'impression que je me vengeais aussi en faisant le trottoir. Hein. J'avais des fantasmes qui étaient tellement réels que moi, je les voyais presque se matérialiser devant moi certaines nuits. C'est abominable à dire, mais ma pauvre maman, qui n'est pas responsable, qui avait été éduquée à l'ancienne, très strictement, qui m'avait empêché de vivre, hein, moi je la voyais, je te dis, un certain temps, toutes les nuits, je la voyais sur le trottoir. Hein, et je la faisais avancer à coups de pied, moi. Je lui disais, marche, marche. Et c'était moi qui marchais en réalité. Hein. Et ce que j'ai vu, moi, en connaissant toutes ces merveilleuses putains de Paris, ce que j'ai vu, c'est qu'elles avaient un cœur qui les dépassait, quoi. Un cœur qui n'a plus de limite et une affectivité qui n'a pas de limite. Alors, elles reportent ça sur tout, hein. Sur leurs copains, leurs copines, leurs enfants, leurs chiens, leurs plantes, enfin tout. Tout est prétexte à aimer et à se sentir entouré, quoi. Je ne supporte pas la solitude. On s'est connus au meeting de la mutualité. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, là? Tu veux dire que c'était un océan humain déchaîné, hein. Oui, tu vois, c'était intense, ça aussi. C'était dingue, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était très beau parce que c'était authentique. Je crois qu'il y en avait qui avaient préparé des beaux discours et ils n'ont jamais pu les dire. Quant aux autres personnes écoutaient, ça hurlait, ça gueulait, ça s'empoignait, ça... C'était bouleversant, hein, franchement. Ça fait plaisir ce que tu dis, alors, vraiment. Moi, j'ai trouvé que ces femmes qui avaient été écrasées toute leur vie, hein, qui n'avaient jamais pu ouvrir leur gueule nulle part, tout à coup pouvaient s'exprimer, alors ça partait comme un volcan. Hein. C'était des cris, des rugissements, des lamentations. C'était extraordinaire, moi j'ai trouvé, c'était vrai.
Mais si tu prends 30 000 putains, tu leur dis, écoutez, mesdames, hein, que vous en ayez marre ou pas, c'est la même chose, on va vous proposer autre chose, tu leur proposerais quoi? Tu veux me dire? Mais ceci dit, toi, t'aurais tapé à la machine? Mais je l'ai fait, moi. J'ai tout fait, moi, de toute façon, dans ma vie. Hein. Moi, je suis prête à retaper à la machine, à refaire le modèle à condition que ma vessie soit marmelade. Je suis prête à refaire la putain, je suis prête à écrire des livres, moi, je suis prête à n'importe quoi dans la vie. Faut vivre, hein. Mais je suis pas prête à m'aliéner d'une façon définitive, quoi. Qui c'est qui veut encore une de ces Gauloises? Ah, moi, je veux bien une Gauloise. Tiens, Mohamed, serre-toi, hein. C'est toi qui as fait ça? Qui c'est qu'on veut une Gauloise? Ah oui, oui, oui. C'était peins? avec des craies à l'huile. Ouais, c'est une espèce de dessin en couleur. C'est complètement inventé parce que moi, je suis incapable de copier. Hein. Incapable, d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Moi, je crois que c'est mes fantasmes personnels qui se déversent en couleur. C'est très difficile de dessiner. Moi, j'ai fait une école pendant 4 ans, mais j'y arrive. Tu es écrivain. Non, moi, je crois qu'on n'est pas plus écrivain qu'autre chose. J'estime que n'importe qui pourrait écrire n'importe quoi. Et pourquoi avoir choisi ce titre, Le noir est une couleur? Oh, ben c'est pas moi qui l'ai choisi, hein. C'est Alphonse Boudard. Moi, il voulait me foutre un titre qu'ils avaient trouvé dans la Bible. Hein. Moi, j'ai autant vous dire que j'ai vu rouge. Alors... Oh, quelle horreur. Non. Ça peut être le rouge et le noir. C'est quelqu'un peut-être d'un peu pieux qui m'avait trouvé une abominable phrase, hein, que Jésus-Christ avait prononcée il y a 2000 ans, c'est juste. Alors, elle m'a dit, mais tu comprends, c'est une phrase magnifique que Jésus-Christ a prononcée il y a 2000 ans. Moi, j'ai dit, moi, Jésus-Christ, je l'emmerde. Et puis, ça s'appelait Qu'on me jette la première pierre. Moi, j'ai dit, puis alors encore quoi, des bombes, peut-être? C'est pas facile. C'est le titre masochiste par excellence. Avec tout ce qu'on a déjà souffert dans la vie, encore 100 ans de dire ça comme titre. Mon prochain bouquin, c'est Mon grand amour avec un berbère que j'ai connu par correspondance quand il était en prison, ça fait 4 ans. Il y a eu des hauts et des bas, mais surtout des bas, mais ça fait rien, c'est une histoire très humaine. Et notre amour, il dure toujours. Il s'est passé principalement par correspondance. Et voilà, c'est pas fini, quoi. Alors ça remet en question tout le problème des Arabes en Europe. Premièrement, l'aliénation qui a été causée par la colonisation chez eux, dont ils ne se sont pas complètement remis, c'est difficile. Hein. Deuxièmement, leur départ en Europe, souvent attiré vraiment par des illusions. C'est comme des papillons qui se jettent sur une lampe pour se brûler les ailes. Et alors, leur atterrissage souvent en prison, dans des asiles psychiatriques, parce qu'il y en a des centaines qui malheureusement n'ont pas eu de chance, hein, et qui ont été exploités, qui ont été mal compris et pas du tout aimés déjà, ce qui est injuste. Et voilà, ça tourne mal. Et moi, j'ai connu cet ami qui m'a raconté beaucoup de choses. Je suis allée le retrouver chez lui, j'ai vu comment ça se passait, j'ai vu la misère. Hein, parce que là-bas, c'est tout pour les touristes, mais les gens du peuple, ils n'ont rien. On leur donne rien, et en plus de ça, ils n'ont même pas le droit d'ouvrir leur gueule. Hein. Alors c'est terrible. Moi, je bénis le destin d'être allé là-bas, non pas en touriste, mais étant concerné intimement par le problème existentiel d'un homme que j'aimais. Et j'ai vu les coulisses, ben, elles sont épouvantables. Vraiment, là-bas, il n'y a qu'à crever, souvent. Et c'est pour ça qu'il y a de la violence, c'est pour ça qu'il y a de la révolte, c'est pour ça qu'il y a de l'alcoolisme, c'est pour ça qu'il y a de la prostitution. Et je pense que l'Europe est extrêmement responsable dans tout ça.
vais te dire, si jamais j'ai du fric, tu sais ce que je ferai avec ce fric, hein? Eh ben, je ferai sauter toutes les tôles, là. Il n'y en aura plus une. Et je veux entendre le bruit des murs qui tombent, hein? Moi, je vais te dire, l'intelligence, c'est con. C'est pas ça qui joue, tu vois, c'est l'instinct. Et je veux que les putains puissent baiser librement, comme ça les arrange, hein? Que ça soit sur la rue, dans des cache-bas, dans des is-bas, dans des hôtels, même dans des ballons, je m'en fous, moi, dans la stratosphère, ça m'est bien égal, pourvu qu'elle soit contente, hein. Moi, ce que je veux, moi, c'est la liberté, hein. Tu comprends? La liberté pour tout le monde. Pour les insectes, pour les êtres humains, pour les planètes, pour tout. Mais regarde ce que je vais faire, là. Tu vois, je vais bouger, je vais venir ici. Pourquoi je fais ça? Oh, ça te regarde, hein? Pour que la caméra te voit mieux, tu vois. Oh, bah, la caméra, moi, je l'emmerde, hein. Qu'à santé. Les instruments qui savent même pas boire, ça sert à quoi? Ganze vole i palais, pomniate fumia na fej, pesti blaszki strasznie T'es en train de détourner mon film. Je m'en fous, hein, votre film. Hein. Il y a autre chose dans la vie. Est-ce que t'aimerais leur dire aux spectateurs? Oh, mais je m'en torche. Ça chier. Encore il y en a à qui ça rend service. Chier, je parle même pas du reste. Il y en a qu'il faut qu'ils aillent se faire baiser sous peine de mort. Hein. Tu sais que si on baisse pas, on crève. Hein. Et il y en a combien qui crèvent obscurément, inutilement, sans même s'en douter. Oh les pauvres, hein, ça m'arrache les tripes, moi. C'est pas à nous que ça arriverait, hein. Jamais. On baisera même dans nos tombes, hein, Mohamed. Dans nos tombes. On baise en prison, nous. On baisera sur nos lits de mort. Exactement. Bah, dansez vous-même. Assieds-toi. On la relève, Mohamed. Ah, l'humanité est bien malade dans la pauvre. Je te jure. Elle est malade? Ouais, mais c'est ça qui est touchant. Elle te touche, l'humanité? Ouais, moi, ça me bouleverse, hein, franchement. C'est vrai, hein. C'est vrai, moi, quand je vois ces pauvres mecs qui tournent des nuits entières, hein, avec quelques billets dans la poche, et une pauvre queue qui est tellement timide, tellement triste. Moi, je les ferais gratuits, moi, franchement. Hein. Par amour, je les aime, moi, les gens, si tu veux. Mais voilà, c'est pas si simple. Hein. D'abord, faut vivre, et puis on n'est pas les seuls. Tu comprends? Tu crois que la prostitution, ça peut être un sacerdoce? Oh, mais moi, je crois que ça peut être vivant, quoi. Tu vois? Moi, je vais te dire, ce que je trouve le plus dégueulasse, hein, c'est encore même pas qu'il y ait des files de types qui attendent devant des bordels de bas étage. Ça, c'est encore normal, tu vois. Et qu'on leur demande pas beaucoup d'argent, c'est naturel. Il manquerait plus que ça qu'on leur en demande beaucoup. Mais le pire de tout, mon pauvre, tu sais pas ce que c'est le pire. Parce que, bon, pour baiser, ils baisent, ils y vont. Ça dure pas longtemps, c'est peut-être pas très bien fait, mais enfin, ils peuvent quand même. Mais alors, les bonnes femmes, elles ont la bouche, figure-toi. Elles ont la bouche cousue avec du scotch. Et ces types les embrassent sur du papier. Tu trouves ça normal, toi? Franchement, c'est pas complètement débile. Mais enfin, c'est complètement artificiel, hein. Alors, voilà ce qu'on a fait de l'amour à notre époque. Ben moi, alors, pardon, alors là, hein, moi, je suis pas d'accord, hein, franchement. Tu embrasserais une femme, toi, à travers un papier? Hein? Pourquoi la prostituée se fait jamais embrasser?
Et parce qu'elle a peur des microbes. Voilà. Et voilà où on en est. Voilà où on est, la civilisation actuelle. Ils ont la trouille des bactéries. Non, mais tu trouves que c'est le progrès, ça, franchement? Oh, merde, alors. Mais c'est ça. C'est ça qui mène le monde. C'est les petites bactéries invisibles, microscopiques. Méfiez-vous. Et les gens, ils en ont tellement peur, hein, que je te dis, ils coudraient leur cul de peur des microbes. Hein. Ah, c'est atroce. Tu te rends compte, tu te retiens de vivre toute ta vie, hein, toute ta vie, précautionneusement et inutilement, et tu claques quand même à 65 berges d'un infarctus que t'as même pas cherché. Ça te sert à quoi? Franchement, hein? C'est stupide. Moi, je suis tout proche, hein, attention. Hein. Donc, moi, je veux dire, moi, il faut vivre, hein, et il faut mettre double ration de rail, et puis il faut foncer, là, tu vois. Faut pas s'occuper du reste. La vie, c'est d'aller saouler des nuits entières, danser, baiser, foutre le camp, voyager, passer les frontières. Il faut se foutre de tout, tu vois. Qui on est pour toi, là? On se connaît à peine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, comme ça? Alors moi, je pense que c'est un divertissement purement gratuit et folklorique, enfin très rigolo, tu vois. J'y attache absolument pas d'importance. On pourrait être là, on pourrait être n'importe où, à Pigalle, on pourrait être sur la planète Mars, ça serait la même chose, à condition qu'il y ait aussi du vin, de la musique, hein, et voilà. Qu'est-ce qui est important ce soir, les bouteilles de pinard ou la caméra? Ah, moi je vais dire ce qui est important, c'est ce que tu as dans les yeux, et éventuellement ailleurs, mais ça me regarde pas, tu vois, c'est privé. Et nous, on est venus aussi voir ce qu'il y avait dans tes yeux. Oh, mais moi dans mes yeux, moi j'ai vous, moi. Vous êtes tous en train de vous refléter. Hein, à qui mieux, à force de projecteurs dont le courant électrique est pris chez la voisine.